Espace TV, le 22h. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. 300 milliards de francs guinéens, c'est la résultante de l'abondement du Fonds d'appui au groupement d'intérêt économique et aux entreprises. Information donnée par le ministre d'État chargé des industries et des PME. Après des négociations sans issue, des jeunes de Cancan sont sortis exprimer leur mécontentement ce mardi. Ils protestent pour la construction d'un barrage hydroélectrique. Et pas d'effusion, pas de scène de liesse pour les résultats du bac cette année en France. La crise sanitaire en est la cause. Bienvenue à tous dans ce journal. Le ministre d'État chargé des industries et des PME était face à la presse ce mardi pour présenter l'impact de la Covid-19 dans son secteur. Selon Thibou Camara, le gouvernement, dans son plan de riposte économique, a procédé à l'abondement du Fonds d'appui au groupement d'intérêt économique et aux entreprises à hauteur de 300 milliards de francs guinéens. Compte rendu Idrissa Barré et Amar Alexila. Dans le secteur des industries et des PME, la Covid-19 a eu comme impact la baisse des chiffres d'affaires conduisant à des détériorations sur les trésoreries, la stigmatisation des investissements et l'arrêt de certaines chaînes de production, note le ministre de l'Industrie et des PME. Vous prenez le secteur de l'industrie, la difficulté d'approvisionnement en matières premières, en produits semi-finis, la difficulté d'accès au financement, qui est déjà une difficulté habituelle. Pour limiter les conséquences de la maladie dans le secteur, le gouvernement guinéen, dans son plan de riposte économique, a pris plusieurs mesures, notamment une assistance à plus de 50 unités industrielles et 300 PME à travers l'abondement du fonds d'appui au groupement d'intérêt économique et aux entreprises à hauteur de 300 milliards de francs guinéens, rassure le conseiller spécial du chef de l'État. Mais le principe de créer un fonds d'appui aux entreprises industrielles et aux PME a été retenu et constitue le levier d'intervention dans l'économie de l'État pour financer les activités et préserver, comme je le disais tout à l'heure, les emplois. Il y aura également la mise en place d'un programme de renforcement de capacité et de compétitivité des entreprises à hauteur de 500 millions de francs guinéens. Le ministre d'État précise également que l'État a décidé de supprimer la retenue de 50% de la TVA pour améliorer la trésorerie des entreprises et la suppression de la taxe sur les entreprises financières. Le gouvernement s'est aussi penché sur une stratégie de relance des entreprises après cette crise sanitaire à travers la création d'un fonds de développement industriel et des PME. Il s'agit de deux mesures phares. L'abondement du fonds de développement industriel et des PME, dont la mission est d'identifier les entreprises, leurs besoins d'assistance technique et financière. La mise en place d'une ligne de crédit en faveur des PME, cette ligne de crédit renouvelable sera négociée auprès de nos partenaires techniques et financiers à hauteur de 10 millions de dollars et servira à prendre le relais des ressources actuellement apportées aux PME dans le cadre du programme de riposte à la pandémie. Après l'échec des négociations avec un groupe d'émissaires et la notabilité, des jeunes ont de nouveau battu le pavé ce mardi au compte de l'acte 3 de leur mouvement de protestation pour la construction d'un barrage hydroélectrique. Cette marche à caractère pacifique n'a enregistré aucun incident majeur. Alpha Mar Koïta, notre correspondant, était sur les traces. Voici son compte rendu depuis Cancan. Compromis la veille, des jeunes sont sortis par centaines ce mardi dans les rues de la commune urbaine de Cancan pour réclamer à nouveau la construction d'un barrage hydroélectrique en vue d'en finir avec le délestage récurrent du courant dans la cité. Pendant 6 heures d'affilée, ces jeunes fortement mobilisés pour la circonstance ont régné en maître dans le Nabaya en paralysant toutes les activités. Nous sommes vraiment satisfaits de la marche d'aujourd'hui. Nous sommes satisfaits de la jeunesse et consciente de Cancan parce qu'on a commencé à marcher à partir de 8h30 jusqu'à maintenant à la 100 jets de pierre. Donc nous sommes vraiment contents de cette jeunesse consciente. La sortie d'aujourd'hui a été une grande réussite.
Parce que beaucoup pensaient que la jeunesse de Kankan n'est pas civilisée. Quand on sort là, qu'on va faire des casses et des violences. Mais Dieu merci, on a prouvé aujourd'hui au monde entier que la jeunesse de Kankan est civilisée. On est sorti, les forces de l'ordre n'étaient pas là. On a prouvé que c'est les forces de l'ordre qui nous provoquent. Et quand ils nous provoquent, il y aura maintenant des jets de pierre. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas sortis. On a bien marché, on a encadré les enfants, on a fait une marche pacifique. Donc ça a été une grande réussite pour la population de Kankan. Du rond-point Sassambédé en passant par Komrala Loisir, le rond-point Marie et Mbalia, le quartier Kankankoura en traversant le fleuve, le grand marché jusqu'à la place des martyrs, partout sous l'ovation de la population, des jeunes manifestants scandaient des slogans. Après avoir fait le tour de la ville, les jeunes protestateurs ont rallié la préfecture puis la mairie où aucune des autorités n'a fait signe de vie. De là, la foule s'est dirigée à nouveau au rond-point Komrala Loisir qui est leur lieu de rencontre initial où ils se sont quittés sur une note d'espoir à la demande des leaders du mouvement. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population de Kankan est qu'on leur remercie de cette prise de conscience parce qu'on nous a trompés durant assez de temps. Maintenant, on a fait un éveil de conscience et particulièrement, on leur remercie du fait que nous avons organisé cette marche aujourd'hui de façon pacifique. Et la semaine à venir encore, si nous ne sommes pas satisfaits jusque-là, on serait encore dans les rues. Si ce acte 3 du mouvement de protestation des jeunes pour l'électrification de la ville de Kankan n'a été émaillé d'aucun incident ce mardi, il compte passer à la vitesse supérieure la semaine prochaine si toutefois il n'obtiendrait pas satisfaction. C'est pourquoi Mamoudou Kaba lance un nouvel appel au chef de l'État. Qu'il entende le cri de cœur de la jeunesse de la Haute-Guinée et celle de Kankan en particulier. Sinon, chaque semaine, nous allons encore mobiliser plus de jeunes dans les rues de Kankan. A rappeler que malgré les différents mouvements de protestation de ces dernières semaines dans la commune urbaine de Kankan, la plupart des foyers restent jusque-là plongés dans le noir. Et c'était un reportage de Alpha Omar Koïta. Retour à Conakry. Le président de l'UFD passe en revue toutes les semaines passées à la dernière session. Le projet du gouvernement de 240 millions d'euros, le projet Simandou, les lois organiques, les institutions républicaines. Mamadou Babadiko se lâche et n'évite aucun point. Mamadou Sadio Badé et Alseni Kamara font la synthèse. Suivez. Le nouveau phénomène des nouveaux riches dans notre pays, pendant que la population est des plus misérables. C'est ainsi qu'il aborde les discussions. Des institutions pleines, ronflantes, peu ou pas du tout efficaces, mais engloutir l'argent du contribuable, elles en sont bien capables. Les institutions républicaines, la Cour constitutionnelle, la Haute Autorité de la Communication, le Conseil économique, social, économique et culturel, on a dit, c'est très beau. Mais la Guinée est bardée d'institutions budgétivores qui ne sont réellement que des organismes pour distribuer des prébendes. Les lois organiques. Sur le code électoral, des taches noires y figuraient. Heureusement, poursuit-il, selon les règles de la CEDEAO, on ne touche pas à cette loi à quelques mois d'une élection présidentielle. Elle a été finalement mise de côté. S'agissant du prêt de 240 millions d'euros avec une société qu'il considère comme fictive, l'Assemblée nationale l'autorise certes, mais avec les critiques. Et nous sommes heureux de constater, sous toute réserve, que cette loi massivement votée par la majorité automatique que le gouvernement a à l'Assemblée, cette loi n'a pas encore été promulguée. Donc, quelque part, ça veut dire peut-être que le gouvernement a compris que ce n'est pas par esprit partisan, ce n'est pas pour le déranger ou le gêner. Le projet Simandou était le dossier phare. Il est bien monté, bien présenté, admet Badiko. Mais si ça ne tenait qu'à lui, la Guinée allait davantage gagner. Si on fait une Assyrie, il faudra une raffinerie de pétrole à côté pour nous faire du pétrole avec plein de sous-produits comme le goudron et tout ça. Et ça aurait été extraordinaire, ça aurait mis les bases pratiquement d'un décollage économique de la Guinée, alors que là on exporte la terre, on perd sur tous les plans. Donc c'est à juste raison qu'il s'est abstenu pendant le vote, car, explique-t-il, des zones d'ombre existent dénonçant de passage les 100 millions de dollars comme ticket d'entrée qui pour le moment n'est pas traçable dans le circuit financier de l'État.
C'est officiel, le Parti démocrate conservateur de Mohamed Cissé ira à l'élection présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain. Le PDC invite à cet effet la CENI à revoir le fichier électoral en cours pour le bon déroulement de la présidentielle. Cependant, il ne reconnaît pas l'actuelle Assemblée nationale qui, selon lui, a été installée en violation des règles démocratiques. Compte rendu, Justin Leno, Amara Alexila. Comme beaucoup de ses pairs de l'opposition plurielle, le Parti démocrate conservateur participera à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Mais cette fois-ci, il exige la transparence et la crédibilité qui, selon son président, n'ont pas été observées au scrutin du 22 mars dernier. La CENI s'est transportée à Secouria et ils ont pris les papiers pour quand même distribuer les sièges à ceux-là qui étaient dans leur dynamique. Donc, le PDC s'est retrouvé donc avec 0 siège à l'Assemblée. Mohamed Cissé fustige par ailleurs les dispositions relatives à la mise en place des démembrements et le chronogramme de la présidentielle dévoilé lors de la première réunion du comité interparti organisé récemment par la CENI. Cependant, ces anomalies n'empêcheront pas son parti de prendre part à la présidentielle. On savait bel et bien qu'il va y avoir des coups bas. On savait qu'il va y avoir des fraudes. Mais est-ce une raison suffisante pour boycotter une élection? Je n'en suis pas sûr. Mohamed Cissé souhaite l'annulation des récentes législatives et une révision à titre exceptionnel du fichier électoral pour éviter que des mineurs votent le jour du scrutin. Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait une enquête sérieuse par rapport aux élections du 22 mars. Parce que les élections du 22 mars, on s'est foutu du peuple en réalité. Le peuple est sorti voter. Mais on a laissé le vote, on a fait une distribution quand même des sièges. Ça, c'est inadmissible. La CENI a proposé le 18 octobre 2020 pour la tenue de la présidentielle. Le Parti démocrate conservateur n'a pas eu de siège à l'Assemblée nationale et veut cette fois-ci tenter la magistrature suprême. Les formateurs des membres des démembrements et des CARL ont bouclé ce mardi 4 jours de formation, et ceci dans le cadre de l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Ils vont à leur tour être déployés dans les jours à venir pour des sessions de formation destinées aux autres membres des démembrements à l'intérieur du pays. Compte rendu, Jenna Bangora, Ibrahima Sori Sengsouma. Du 4 au 7 juillet, ces participants ont adapté les méthodes et techniques relatives au processus électoral. Après cette formation, ils vont être déployés sur toute l'étendue du territoire pour former à leur tour les membres des démembrements et des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. L'objectif visé est d'avoir un fichier propre à la satisfaction de tous. Que la finalité visée pour cette formation, c'est pour faire en sorte que la Guinée est finalement le fichier ou un fichier électoral des plus propres qu'on puisse souhaiter. Les modules enseignés ont bien attiré l'attention des participants. Ils apprécient tous la qualité de la formation et pensent être suffisamment outillés. Au sortir de cette formation, on a eu pas mal de thématiques qui ont été abordées ici par les vrais techniciens du processus électoral. Donc je suis vraiment outillé pour aller répondre ici aux besoins de la CENI au niveau des démembrements. Nous avons compris à travers cette formation ce que c'est qu'un OGE, les principes directeurs d'un OGE, et puis après les types d'OGE en Guinée. Nous avons également travaillé sur les démembrements, le cadre législatif, ou le cadre légal et institutionnel de la CENI. Pour une meilleure exécution de leur feuille de route, les 7 départements de la CENI ont mis en œuvre les différentes activités. Et toutes les dispositions sont prises en cas de force majeure. Il faut savoir qu'au sein de la CENI, on a un certain nombre d'assistants techniques qui ont des compétences et les capacités d'aller donner ces mêmes formations à l'intérieur du pays, qui ont déjà reçu plusieurs formations en matière de lead et de bridge dans le domaine des élections, qui ont toutes les capacités pour aller donner ces mêmes formations. Ce sont ces assistants techniques qui vont aller à l'intérieur du pays en tant que superviseurs de l'ensemble des activités qui vont se dérouler sur le terrain. Donc, en cas de défaillance quelque part, ceux-ci-là peuvent assurer la relève.
Près de 5 000 membres des démembrements et 10 000 membres des CAERL sont concernés par cette formation qui prendra fin le 15 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire. Vision et mission de l'Observatoire national de protection sociale, c'est le thème d'une rencontre de renforcement des capacités des agents et cadres de la direction. Les participants ont près de 10 jours pour comprendre les concepts liés à l'administration publique. Là, les échanges se tiennent sous l'égide du ministère de l'Action sociale. Mariam Fodé Camara et Lamine Silla pour le compte-rendu. La direction de l'Observatoire national de la protection sociale est la dernière née du ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Cette direction est dotée du personnel nouveau. C'est pour qualifier sa ressource humaine que cette formation a été initiée à l'intention des cadres et agents de la dite direction. Notre travail, il s'agit de définir et développer des thématiques liées à la protection sociale, mener des études, commanditer des enquêtes afférentes commanditées par les instances dirigeantes. Ce renforcement des capacités va nous permettre d'avoir des cadres compétents, outillés et qui maîtrisent les textes et qui connaissent l'orientation de la direction générale. Le personnel devra se familiariser durant 8 jours avec plusieurs concepts liés à l'administration publique. La plupart du personnel constitué de nouveaux fonctionnaires. Il faut d'abord leur dire qu'est-ce que c'est que la fonction publique, qu'est-ce que c'est que la mission de l'État. Le deuxième, c'est ce qui est lié maintenant à leur service. La dernière chose que nous devons aborder, c'est les outils et les techniques administratives. Le directeur national du ministère de l'Action sociale, représentant de la ministre, revient sur l'importance du renforcement des capacités des ressources humaines qui reste l'un des défis à relever. Vous n'êtes pas sans savoir, quand vous avez même un mauvais produit, avec de bons cadres, vous pouvez atteindre les objectifs. Mais quand vous avez un bon produit avec des cadres qui n'ont pas la compétence requise, ce n'est pas évident qu'ils puissent atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc c'est dans ce cadre donc, que le renforcement des capacités qui figure en bonne place est une priorité actuellement pour nous. La direction générale de l'Observatoire national de la protection sociale va désormais recueillir, analyser et assurer le suivi et l'évaluation des données relatives à la protection sociale en Guinée. C'est un autre cas de viol qui suscite colère et indignation. Une fillette de 6 ans violée par un enfant de 14 ans. La scène se passe à Matoto. Le présumé auteur est dans les mains de l'Oprogem. Il reconnaît les faits et indique que c'est le diable qui l'a contraint à sa forfaiture. 2 autres présumés auteurs de viol ont été présentés à la presse. Il est reproché à l'un d'entre eux d'avoir filmé sa victime en plein débat sexuel avant de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Alceni Barry et Yacouba Traoré. Ce voile n'est pas celui de la mariée, ni celui de la honte, mais celui d'une petite fille violée et malmenée dans sa chair. Elle a du mal à marcher, car déflorée par un ami qu'elle était en train d'aider dans les ménages à la maison. Elle balayait la maison et moi je la lavais. Après avoir fini, le diable m'a habité et je l'ai appelée pour la violer. L'autre affaire de viol, aussi intrigante qu'effrayant, implique Alceni Bangoura qui aurait violé une fille mineure dans la chambre paternelle de sa victime. Un viol dont il ne reconnaît pas être l'auteur. Je ne l'ai pas fait. Non, je n'ai même pas été dans une chambre avec elle. À ces 2 cas s'ajoute celui d'un élève de la terminale nommé Idrissa Diallo. Il est poursuivi pour atteinte à la pudeur. Cet élève aurait filmé sa conjointe lors de leur ébat sexuel et partagé la vidéo avec les proches de la victime. Des faits qu'il reconnaît bel et bien. Parce que c'était passé une chose entre moi et la fille. Bon, et elle a donné mon numéro à, je sais pas, il y avait 13 numéros différents qui m'appelaient et insulté ma maman, je ne sais pas pourquoi. Bon, moi aussi, pour me venger d'elle, c'est pourquoi j'ai fait ça. Le directeur général de l'Oprogem déplore la démission des parents et invite les populations à plus de responsabilités. Il faut que la population guinéenne se relève. Ce n'est pas la police seulement, c'est tout le monde qui doit se lever pour lutter contre cette fléau. Sinon, à l'avenir, nous aurons des problèmes parce que les enfants ne sont pas éduqués et on rencontre des parents indisciplinés.
il faut oser dire la vérité. Qu'on se lève, la police, la gendarmerie, la douane, toute la population guinéenne doit se lever pour aider cette institution pour traquer ces imbéciles. Ces 3 présumés auteurs seront présentés au procureur de la République pour la poursuite de la procédure. Il est important de noter que le viol sur mineur est devenu récurrent dans le pays. Hélas, la plupart des coupables sont laissés dans la nature. Damakani va abriter l'université régionale de Kindia. C'est un vaste terrain qui est consacré. Les travaux de bornage et de sécurisation du domaine ont démarré ce lundi en présence de plusieurs autorités de la région. Reportage Aboubakar Silla. Le plan actualisé de ce domaine dont il est question couvre une superficie de 117 hectares selon le service préfectoral de l'habitat. Ce site, qui est situé dans le district de Samoronia, sous-préfecture de Damakania, va abriter l'université régionale de Kindia, une infrastructure qui va résoudre certaines questions de spécialisation des étudiants. La délimitation commencera aujourd'hui par la pose de premières bornes. Le pourtour du domaine fait 5 km 300. En présidant la cérémonie de lancement des travaux de bornage et de sécurisation du site, la première responsable de la région de Kindia a mis l'occasion à profit pour d'abord remercier vivement la communauté qui a cédé le domaine avant de l'inviter à beaucoup plus de vigilance pour sécuriser le site de l'institution. Lorsque le problème s'est posé, c'est cette communauté qui a accepté d'octroyer un domaine aussi important pour construire une université régionale qui va profiter non seulement à Kindia, à la Guinée, et nous les invitons toujours à continuer à préserver cet espace. Les travaux de sécurisation du domaine sont en train d'être réalisés grâce à un financement interne des autorités de l'université de Kindia qui veulent s'investir de façon très sérieuse afin d'avoir une université régionale. Ce n'est pas seulement la région de Kindia qui est concernée par l'initiative de créer des universités régionales. Mais quand je suis arrivé, nous avons effectué une visite de terrain de façon mixte. Il fallait venir poser la première pierre des travaux de sécurisation. En dehors des autorités universitaires, quelques responsables de la sous-préfecture de Damakania étaient aussi présents sur le site pour voir les travaux de bornage et de sécurisation du domaine de cette université régionale démarrer avec beaucoup d'enthousiasme. Dans la sous-préfecture de Kassa, un lycée d'excellence est en construction, un projet du gouverneur de la ville de Conakry qui veut faire des îles de Los une zone d'attraction. Mamadou Salouba et Tcherno Sadouba pour le reportage. Perdues dans les eaux, les îles de Los sont les seules localités rattachées au gouvernorat de Conakry qui ne disposaient d'aucun lycée. Dans la sous-préfecture, la plupart des élèves, par manque de lycée, arrêtent les études après le passage en 11e année. Désormais, une chance s'offre à tous ceux qui veulent poursuivre leurs études, car le lycée d'excellence est en train de sortir de terre. C'est un projet du gouvernorat de la ville de Conakry, sur le financement propre du gouvernorat. Donc nous avons débuté le chantier en novembre 2019. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Le lycée est composé d'une bibliothèque, d'une salle d'informatique, de 5 bureaux et de 9 salles de classe capables d'accueillir chacune au maximum 30 élèves. Pour les habitants des îles de Los, où le taux de déscolarisation est l'un des plus élevés du pays, cet établissement change tout. Et nos enfants abandonnent 3 mois après avoir été admis en 11e année. Il n'a pas un tuteur là-bas, il n'a pas où dormir, il n'a pas où manger, il est obligé d'abandonner. Vous trouverez que cet élève qui abandonne comme ça là, au BEPC, il a été parmi les meilleurs. Mais il abandonne parce qu'il n'y a pas de soutien. Donc franchement, nous sommes très contents. Derrière ce projet, le gouverneur de la ville de Conakry, Mathurin Bangoura, veut s'inspirer de l'île de Gorée au Sénégal, qui dispose de lycée des filles. Quand vous voyez ce qui se passe à l'île de Gorée, et vous voyez la distance qui sépare l'île de Gorée à Dakar, vous voyez la distance qui sépare les îles de Los à Conakry, nous nous sommes dit qu'il était bon, puisque nous n'avons pas un lycée d'excellence. On avait une fois parlé de ça, ça a été créé, mais ça n'a pas vu le jour. Il était mieux pour nous, le temps était venu pour nous de construire ce lycée d'excellence.
Sur le chantier, l'entreprise en charge des travaux assure que l'inauguration aura lieu en septembre 2020. Les candidats au BPC ont donc une bonne raison de se préparer. Comment consolider la paix et la cohésion sociale en Guinée? C'est l'une des préoccupations de quelques artistes guinéennes. Ces chanteuses ont rencontré ce mardi l'ambassadeur de la paix en Guinée au siège de sa fondation à Ratoma pour parler de la paix et sensibiliser les citoyens à œuvrer pour la stabilité dans le pays. Mohamed Valek Touré, Mohamed Alousseni Kamara, reportage. Ces artistes ont tous chanté pour la quiétude sociale, quelque chose de plus chez Elhadj Guériba Gabi. Ce mardi, au siège de sa fondation, l'ambassadeur de la paix a rappelé l'importance de maintenir et consolider la stabilité du pays. Pourquoi les Guinéens sont sortis contre l'un et l'autre? Nous n'avons pas le droit. Nous devons trouver la solution aux problèmes guinéens si tous parlent le même mot, celle des peuples. Le peuple guinéen. Nous avons initié un certain nombre d'activités, notamment rencontrer les paroliers, rencontrer les griots, pour leur faire comprendre qu'ils ont leur rôle à jouer dans le processus de maintien de la paix et qui sont surtout des acteurs incontournables. Donc nous les avons fait appel ce matin pour leur passer un message qui, à leur tour, ils doivent dispatcher au niveau de leur public, que ce soit les autorités, que ce soit le grand public, c'est-à-dire la population. Les artistes de leur côté ne cachent pas leur joie d'échanger avec lui. Et l'occasion a été mise à profit pour formuler des prières et bénédictions en faveur de la cohésion sociale. La paix. L'idée est venue comme ça, parce que moi, j'ai entendu M. Guériba Gabi depuis à Paris. Alors je suis très contente aujourd'hui pour l'accueil. Je suis là pour la paix, que la paix. Parce que moi j'ai chanté la paix. Ces chantres de la paix ont réitéré leur engagement d'œuvrer pour la quiétude sociale. À Elhadj Guériba Gabi de souligner que la guerre fragilise le tissu social et entraîne la division. Il a invité les Guinéens à bannir l'ethnocentrisme qui pourrait être source de conflits. Nous repartons à l'intérieur du pays. Ouverture ce mardi au tribunal de première instance de Mamou du procès des 5 tenanciers et propriétaires des bars et boîtes de nuit interpellés la semaine dernière pour avoir rouvert leur lieu de loisirs malgré l'état d'urgence sanitaire encore en vigueur. 2 d'entre eux ont été condamnés au paiement d'une amende, les 3 autres relaxés pour faits non établis. Notre correspondant à Mamou a assisté au procès. Suivez son compte-rendu. C'est en présence d'une foule immense que le procès de ces 5 tenanciers et propriétaires de bars, restaurants et boîtes de nuit s'est ouvert ce mardi au TPI de Mamou. Au terme des débats qui ont duré environ 5 heures du temps, le tribunal a requalifié les faits initialement poursuivis sous la qualification de rébellion en violation des interdictions édictées par le chef de l'État avant de rendre la décision dont la teneur suit. Sur l'action publique, renvoie Mamadou Samba Boiro, Boubacar Kaba et Aboubakar Doukourissila défendent la poursuite pour faits non établis. Déclare par contre Matos Khaba et Mamadou Dioul-Deba coupables de violation des obligations édictées par un décret. Pour la répression, les condamne au paiement de la somme de 50 000 francs d'amende. Les condamne en outre aux dépens, le tout en application des articles 67, 68, 942 du Code pénal, 544, 666 et 548 du Code de procédure pénale. À la prononciation de cette décision, un noura d'applaudissements s'est emparé de l'assistance, composée de proches et quelques noctambules venus marquer leur solidarité aux prévenus. Mais l'avocat de la défense, lui, n'est pas totalement satisfait. Si vous avez constaté, depuis le début de cette procédure, le parquet était étouffé. Il y avait 3 procureurs, mais ils n'ont pas pu apporter moindre preuve comme quoi ceux-ci ont été arrêtés dans les hôtels. Seulement, la loi n'a pas été appliquée à 100%. Je suis vraiment satisfait à 95% quand même.
Les 5 prévenus vont donc regagner leurs familles respectives, ce, après avoir passé 5 jours de détention à la maison d'arrêt de Mamou. Signature de convention de partenariat entre la société de brasserie de Guinée Sobragui et la GIZ. Ce projet vise à lutter contre la pandémie à coronavirus au sein de son personnel élargi aux différents centres de santé de la commune de Matam. Le coût global du projet s'élève à plus de 345 000 €. Bernard Koundouno, Aboubakar Keke Bangoura. C'est un projet qui a pour but de lutter contre la propagation du Covid en Guinée et plus précisément dans les locaux de la Sobragui et la commune de Matam. Pendant 2 ans, le projet va multiplier les actions, notamment la sensibilisation du personnel, son entourage, la formation et l'équipement des centres de santé de la commune de Matam. Avec le soutien matériel de la GIZ, partenaire privilégié de cette convention, la Sobragui compte produire une solution hydroalcoolique qu'elle va mettre à la disposition des populations de Matam. Ce que nous souhaitions, c'est former notre personnel et leurs familles à appréhender le problème du Covid-19. Et donc la GIZ, elle, va nous donner, parce qu'ils sont experts là-dedans, les formations. Financièrement, ils vont nous aider pour pouvoir fabriquer notre gel. Le coût global du projet est estimé à environ 345 000 €, financé à hauteur de 145 000 € par la Sobragui et 200 000 € par la coopération allemande à travers la GIZ sur une durée de 2 ans. La GIZ compte apporter sa contribution dans le cadre de la formation du personnel sanitaire et l'achat des kits de prévention. Un des volets de ce projet également, c'est de former aux gestes barrières, de former à reconnaître les symptômes de la Covid-19 dans la population en général, mais surtout au niveau des centres de santé. L'Agence nationale de la sécurité sanitaire, représentée par son DGA, encourage la synergie d'action des ONG dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Prendre une ONG internationale comme la GIZ qui a une expertise avérée dans le domaine de la santé est une très bonne chose parce que cela permet de rompre la chaîne de transmission au sein d'une partie de la population. Le choix de la commune de Matam s'explique par sa proximité avec les installations de l'entreprise. Son premier responsable félicite et encourage les donateurs. Je confirme par ma modeste voix la ferme volonté de soutenir toutes les bonnes initiatives en faveur de l'extension de leur entreprise. Cette convention est un projet de développement du programme Santé de la reproduction et de la famille PSRF de la coopération guinéo-allemande initié ce mois de juillet avec la Sobragui. Pas d'effusion, pas de scène de liesse pour les résultats du bac cette année en France en raison de la crise sanitaire. C'est frustrant, il n'y a pas de fin d'année de terminale, pas de rituel, déplore Sophie, lycéenne parisienne qui vient de décrocher le bac. Nos élèves ont tenu dans des conditions difficiles, se félicite le proviseur du lycée Jean de La Fontaine à Paris. Et ce n'est pas un bac au rabais, nous dit-il. Suivez. C'est sûr que c'est un bac complètement différent des autres années. Après, si c'est bien ou pas, je sais pas, mais du moment que je l'ai, ça va. Franchement, mais le corona, il a foutu n'importe quoi. Non, mais ouais, c'est un peu frustrant. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas de fin d'année, de terminale. Il n'y a pas le rituel un peu de on va avoir les résultats avec ses amis, ensuite on fête le bac avec ses amis. Il n'y a pas du tout ça. Là, on est tous masqués avec du gel, on doit se laver les mains tout le temps.
Peut-être que sur le plan académique, si vous voulez, on a eu un petit peu moins d'exigences, mais il faut garder en tête ce que nos élèves ont traversé cette année. Entre les grèves, le Covid, le confinement, ils n'ont pas eu une année ordinaire. On ne pouvait pas les évaluer de la même manière qu'on évaluait les autres années. Ce n'est pas un bac au rabais, c'est un bac différent du bac habituel, mais qui sanctionne une année où les élèves ont travaillé dans des conditions particulières, mais difficiles, et ils n'ont pas failli. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV. Musiciens guinéens d'ici ou d'ailleurs,